Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis ce dimanche, on connaît les 24 qualifiés pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. 9 ans après leur dernière participation, les écureuils du Bénin seront de la partie. Reportage, analyse et décryptage du derby décisif Bénin-Togo du dimanche dernier. Dans cette émission, vous aurez en exclusivité dans le focus de ce numéro un extrait du film documentaire Océane Ganero, Horizon Tokyo 2020. Sa sortie est prévue pour demain à Canal Olympia de Cotonou. Bienvenue à tous sur Sport Plus. Nous démarrons tout de suite cette émission par l'actualité de la semaine. Comme je l'annonçais en introduction, le Bénin retrouve la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 9 ans après sa dernière participation. Dans leur entre le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou en ébullition le dimanche dernier, les écureuils avaient besoin juste d'un nul pour arracher le second ticket qualificatif pour la CAN du groupe T des éliminatoires, puisque la Gambie et l'Algérie ont fait match nul, un but partout 48 heures plus tôt. Ils ont réussi à mieux faire. Et Khaled Adenon et ses coéquipiers se sont imposés face à leurs voisins du Togo, les éperviers, 2 buts à 1. Suivons le résumé de cette rencontre. Les écureuils du Bénin avaient une avance à confirmer devant leur public. Les éperviers du Togo avaient un billet à arracher pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 chez leurs voisins. Pour ce chaud derby ouest-africain, tout est donc clair avant le coup d'envoi. Les gradins du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou grouillent de monde. Supporters béninois et togolais s'échauffent pour vivre 90 minutes de suspense, 5400 secondes d'émotion et de sensation. L'ambiance est torride à l'entrée des deux équipes sur la pelouse. Accompagné par des supporters plus que jamais soudés, le Bénin entame de la meilleure des manières son match. Dès la 11e minute, David Djigla ouvre le score sur un service lumineux de Sebio Soukou. Le sociétaire de Chamois niortais résiste au retour de son défenseur et trompe Jerry Bassa. Les écureuils mènent 1 but à 0. La mission se complique pour les éperviers. Emmanuel Adebayor et ses coéquipiers sont obligés d'inscrire 2 buts pour obtenir leur ticket qualificatif. Pendant la première période, ils sont muselés par les locaux. Les 3-5-2 de Michel Dussuyer restent compacts et inhibent les plans de jeu de Claude Leroy. Au retour des vestiaires, le sorcier blanc procède à 2 remplacements coup sur coup. Notamment, Gilles Sounou cède sa place à Fodo Laba. Les Togolais retrouvent de l'allant et prennent le jeu à leur compte. Mais ils restent exposés derrière. Sur une contre-attaque à la 68e minute, Jodel Dossou, entré en jeu quelques instants plus tôt, manque la balle du break pour le Bénin. 3 minutes plus tard, Emmanuel Cheyi Adebayor, plus haut perché dans les 6 mètres du gardien béninois, Saturnin Alagbé, rétablit la parité pour les siens à la suite d'un coup de pied arrêté, soit 11e minute, 1 but partout. Cette égalisation jette la frayeur dans le stade. Le Bénin a 1 but de la désillusion. Le public retient son souffle. Les éperviers pressent, multiplient les offensives. À la 79e minute, sur un corner mal apprécié par Saturnin Alagbé, le ballon arrive jusqu'à Mathieu Dossevi au second poteau. Sa frappe, contrée dans une forêt de jambes, est sauvée sur la ligne par David Kiki. À sa suite, Moïse Adileou dégage et donne de répit à sa défense.
défense. Entre-temps, les locaux avaient manqué de prendre l'avantage. Mais à la 83e minute, Steve Mounier scelle le sort des éperviers du match. À bout portant au second poteau, l'attaquant béninois reprend victorieusement un centre de David Kiki, dévié par Jodel Dossou. Au coup de sifflet final, les écureuils tiennent leur billet pour le pays des pharaons en juin prochain. Les éperviers restent à quai. Michel Dussuet a atteint les objectifs à lui assignés par les dirigeants du football béninois à sa nomination à la tête de l'encadrement technique des écureuils en août dernier. Il fait ici l'analyse de cette rencontre. Oui, ça ne se joue pas grand-chose. Ces rencontres, c'est des rencontres qui sont très équilibrées. Donc ça se joue sur des détails. Aujourd'hui, on a eu à Lomé, on avait fait un bon travail sur le plan défensif. On avait bien canalisé cette équipe. Aujourd'hui, je dirais qu'on avait le souci de jouer notre match, de ne pas se mettre sous pression et d'avoir une pression négative sur nos épaules et de jouer pour gagner. À défaut, un match nul nous qualifier. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir. Maintenant, je pense que sur les deux matchs, ça a rivalisé. Après, ça joue sur pas grand-chose. On a une première action, ce premier but est venu aussi nous donner encore plus de baume au cœur, quoi. Donc voilà, ce sont des détails. Le Togo vers la marque, ça aurait été différent. Mais aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est qu'on a travaillé pour ça, quoi. Et la réussite est venue nous accompagner. Et aujourd'hui, on est très content. Un match n'est jamais parfait, quoi. On ne peut pas tout faire et dominer de la tête des épaules une équipe du Togo avec les joueurs expérimentés qu'ils ont. Donc, on ne peut pas tout maîtriser tout le temps, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a assez bien géré notre partie. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a un petit peu reculé. Ce que je regrette un peu, c'est de prendre un but sur coup de pied arrêté, parce que ça remet les Togolais dans le match, et puis nous, ça nous met sous pression. Heureusement que ce deuxième but est venu assez rapidement pour nous soulager et nous donner une marge de manœuvre. Le rêve du sélectionneur du Togo, Claude Leroy, a été brisé. Tout en félicitant l'équipe béninoise, il nourrit quelques regrets, notamment le manque de pénétration de ses poulains dans les 30 derniers mètres. Ce qui a manqué aujourd'hui, c'est un petit peu de jouer juste dans les 30 derniers mètres. C'est une balle arrêtée sur un hors-jeu où, bien évidemment, il n'y a pas hors-jeu, tout le monde le sait, mais ça, c'est la vie du foot. Alors que de l'autre côté, il y a un joueur qui est laissé, partant 4 mètres hors-jeu, qu'on laisse aller jusqu'au bout. C'est le ballon sauvé sur la ligne à 1 qui peut faire complètement basculer le match. C'est deux erreurs d'inattention défensive qui font que derrière les Béninois concrétisent. Ça s'est joué à très peu de choses. On savait que ça se jouerait sur des petits détails, qu'on aurait probablement la main mise souvent sur le jeu, mais qu'il faudrait qu'on soit très dangereux dans les 30 derniers mètres, ce qu'on n'a pas encore été assez percutant et performant. Mais moi, je tiens à donner un grand coup de chapeau à mes joueurs. Ils n'ont jamais abandonné, même à 2-1, même si on a pris un coup de bambou derrière la tête. Ils ont essayé quand même jusqu'au bout de revenir égaliser. Donc c'est ce que j'aurais dit dans le vestiaire. Bien évidemment, il y a une énorme déception de ne pas amener le Togo pour la deuxième fois consécutive depuis que j'y suis à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans mon petit cas personnel qui n'est pas important, je rêvais cette année de faire une 10e Coupe d'Afrique des Nations, ce qui ne sera pas le cas. Mais je tiens à rendre hommage à ce groupe avec lequel j'ai pris un bonheur fou à travailler pendant 3 ans. On a beaucoup bossé. On a remis en place une nouvelle équipe très jeune avec encore quelques cadres qui sont là. Je suis content que Cheyi ait fait un match de cette qualité, ce qui prouve que tous ceux qui voulaient le jeter dehors de l'équipe nationale se trompaient. Il a montré qu'il était encore un très grand joueur. Et même s'il songe peut-être à arrêter, il pourrait encore apporter sur son volume de jeu, sur sa présence, sur son charisme à cette équipe du Togo. Voilà, j'ai dit aux joueurs, merci pour ces 3 années formidables passées avec vous. Félicitations au Bénin, félicitations à l'équipe des Écureuils, félicitations à Michel et à son staff. Je pense que
Le résultat est sévère pour nous, mais on n'a pas su concrétiser certaines occasions. On a été pris sur des balles de contre, on savait comment ils allaient jouer. Le terrain n'est pas aussi catastrophique que tout ce qu'on pensait, mais c'est quand même pas un bon terrain pour développer du football. On ne va pas trouver d'excuses, on est éliminé, on va devenir les supporters du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations, en espérant qu'ils représenteront dignement et qu'ils font une très belle carrière en Égypte 2019. C'est vraiment mon vœu le plus cher. Donc maintenant, nos vœux les accompagnent pour cette campagne 2019. Quant à nous, on va faire le point tranquillement pour voir où il y a encore de la marge de progression. À environ 3 heures du coup d'envoi de ce derby décisif entre le Bénin et le Togo, pour une place qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou grouillait du monde. IACD relevait du parcours de combattants. Revivons l'ambiance qui a prévalu autour du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou lors de cette rencontre. À environ 3 heures du coup d'envoi du derby décisif entre le Bénin et le Togo pour une place à la CAN 2019, le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou grouille de monde. Y accéder relève d'un parcours de combattants. Ouvert à midi, l'antre des écureuils est déjà occupé aux 3/4 de ces 35 000 places. Certains accès sont alors fermés. Ces supporters, relativement en retard, pressent les pas. Ils essayent de se frayer un chemin. Ils se bousculent. Certains ne perdent pas l'espoir d'être des témoins oculaires de la qualification du Bénin à une 4e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Ceux qui vont venir en retard ne peuvent pas rentrer, mais à l'heure, là, disons ceux qui sont sur l'esplanade ou à l'entrée peuvent avoir accès. Mais une chose est sûre, c'est pratiquement plein à l'intérieur. Avec ce monde qu'on voit déjà, ça c'est déjà un grand joie pour cette équipe déjà, parce que quand il y a les supporters, ça donne aussi la joie pour l'équipe de faire jouer, de modifier les supporters de ce pays. Pendant ce temps, parmi ceux qui ont réussi à entrer, quelques-uns cherchent encore une place assise que d'autres ont déjà obtenue. Dans cette ambiance, les bus des 2 équipes s'introduisent dans l'enceinte du stade. La température monte, les supporters sont déjà dans leur match. Les environ 4000 Togolais essaient de donner de la voix. Leur animation se noie vite dans les aulas de plus de 30 000 Béninois. Et quand les écureuils font leur apparition, c'est le délire dans les tribunes. Chant et danse, les inconditionnels des écureuils assurent l'animation toute la première période. Et lorsque le Bénin ouvre la marque, ils exultent. Le stade général Mathieu Kérékou devient un chaudron pour les visiteurs. En seconde mi-temps, les Béninois semblent accuser le coup de la débauche d'énergie. Cela rime avec le temps fort des éperviers. On entend un peu plus les supporters, notamment lorsque Emmanuel Cheya Debayor égalise pour le Togo. Ce regain de forme fait long feu. À l'aggravation du score de Steve Mounier, les Béninois reprennent de plus belle et ce jusqu'au coup de sifflet final de Bamlak Tessema Oyessa. Supporters béninois et togolais retournent à la maison dans la fraternité et la paix en attendant de se retrouver dans quelques semaines lors du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. À la fin de la rencontre, la qualification du Bénin en poche, c'était la liesse dans tout le Bénin. Au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, les supporters ont exprimé leur joie. Mais je suis très content. Vous voyez, le football, ça ne ment pas. Le travail paie toujours. Les jeunes, ils ont travaillé et on a eu les résultats cash. Ça a payé, ça a payé. Vous avez vu le coach, il a fait entrer Jordan parce que il y avait quand même, les joueurs étaient un peu fatigués et il a ravivé complètement l'équipe. C'était bien. Moi, je dis, wow. Ce derby-là, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'unité du public. Et même si ça ne va pas,
on essaie de contenir les joueurs et ça a marché. Et sur l'aire de jeu, vraiment, et je remercie Dieu, je remercie l'entraîneur Michel Dussier qui sait parler à son joueur, qui sait les motiver. Aujourd'hui, bon, on a remarqué les quelques vides de Stéphane Sessegnon, mais par la suite, bon, ça a été comblé par l'expérience de Michel Dussier. Hein, c'est ce que j'ai constaté sur l'aire de jeu. Et je vous ai déjà dit au départ que les Togolais ils veulent rencontrer les Dahoméens, nous Dahoméens et les Béninois. Aujourd'hui, nous Dahoméens, on est peu que les Béninois. Les Béninois sont nombreux et c'est ça que vous avez constaté. Ils ont bien joué, bon, mais c'est à la deuxième partie, ils n'ont pas fait ce qu'on a voulu vraiment, mais finalement on a eu la victoire, quoi. C'est ça on veut la victoire et puis la victoire est venue. Donc on va la soutenir jusqu'au bout, au Coupe d'Afrique aussi, on va la supporter pour que ça marche là-bas. Je vous jure, c'est merveilleux. J'ai aimé le jeu des Béninois, c'est vraiment les jeunes qui gagnent. Merci beaucoup. Je suis vraiment très content et mon sentiment est tellement dépassé. Je suis très content de la victoire des écureuils cet après-midi. Les écureuils ont démontré de quoi ils sont capables. Ils ont démontré de quoi ils sont capables. Je remercie tous les joueurs béninois, les ministres béninois, le gouvernement béninois. Je remercie tout le monde. Je suis très content pour ce match-là que les Béninois ont joué ce soir. Sans Stéphane Sessegnon, sans Cécile Dalmeda, sans Poté. Et on a réalisé ça devant le grand Adebayor. Je suis fou de joie ce soir. Et que la fête commence! Allez les écureuils! Du handball à présent, les clubs de la Ligue du Sud se préparent pour la reprise du championnat départemental. Certains ont préparé au tournoi de mise en jambe dénommé KO les 16 et 17 mars dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Gabin Fanou, responsable à l'organisation de la Ligue du Sud de handball du Bénin, donne plus de précisions. Il est difficile au club de se réunir pour s'entraîner pendant l'intersaison. Donc on fait cette compétition-là où on permet aux équipes de jouer beaucoup de matchs. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a beaucoup de matchs. C'est des matchs de 30 minutes pour que toutes les équipes au monde se croisent. Parce que dans notre ligue, on a 9 équipes masculines et 3 équipes féminines. C'est les dames, c'est les 3 équipes. Il y a Flowers, il y a Aspac et il y a l'équipe des militaires, l'Entente. Chez les hommes, il y a l'équipe de Flowers, il y a l'équipe d'Entente, il y a l'équipe d'Aspac, il y a l'équipe de l'UAC, il y a l'équipe d'Academia, il y a l'équipe d'Aza, il y a l'équipe de Panthère d'Alada, la seule équipe qui est hors de Cotonou, il y a l'équipe de Pélican et il y a l'équipe de Volcan. C'est les 9 équipes ça. Notre souhait c'était que toutes ces équipes-là se croisent pour se mettre en jambe parce que le championnat départemental n'est plus loin là et le championnat national aussi est à côté. Cette année, on innove un peu parce que le championnat départemental, on le faisait de telle sorte que c'était en un week-end où on s'éliminait et on trouvait un vainqueur. Mais cette fois-ci, grâce à la sollicitude de la fédération, on a pu avoir un peu de temps. Donc ça sera un tournoi linéaire qui va s'établir sur à peu près un mois. Toujours à propos de la reprise des activités au niveau de la Ligue du Sud de handball, suivons le manager général de l'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac Handball Club, Jean-Luc Assogba, et le secrétaire général de l'Entente Handball Club au sujet des préparatifs de leurs équipes respectives. Il est vrai que le tournoi KO a été institué pour permettre aux différentes équipes de tourner leur effectif après le mercato, si je peux m'exprimer ainsi. Et à l'issue de ce tournoi, je puis dire que Aspac a fait un bon travail de recrutement
Et le reste à faire, c'est de repositionner ce qui peut être encore fait pour que la saison nous soit favorable. Et je puis affirmer que les deux équipes d'Aspac se portent bien, malgré le fait que le club ait connu une certaine saignée. Nous avons colmaté les brèches pour être toujours aptes à répondre présent. Et nous avons essayé d'apporter un peu de souffle à l'équipe. Il y a quelques recrutements qui ont été faits avec la volonté du président et du recommandement militaire. On a renforcé un peu l'équipe par quelques joueurs et quelques joueuses aussi au sein de l'équipe pour cette saison. Nous avons toujours titillé Floros et il est vrai que l'objectif a été toujours de renverser la vapeur, mais nous travaillons d'arrache-pied pour que cela puisse être possible cette saison et cela passe nécessairement par comment on appelle, un bon recrutement, ce que nous pensons avoir fait. Maintenant, il reste une réorganisation structurelle pour que les choses puissent se faire dans les normes. Les objectifs de l'Entente Handball Club pour la saison, c'est de rester dans le championnat et continuer le travail, prendre une bonne place au niveau national sur l'échiquier du handball. Et je voudrais rassurer le public qu'il est vrai qu'il est fanatique du beau jeu, mais il doit être fatigué de voir toujours Floros sur le toit du monde. Et je prends l'engagement que les choses ne seront plus pareilles cette saison. La première phase du jeu concours dénommé Génie en sport, initié par l'association Play and Flourish, s'est déroulée le week-end écoulé au complexe scolaire Le Bon Berger. Au terme des différentes rencontres, ce sont les complexes scolaires Lucie, Vérone et Le Bon Berger qui ont obtenu leur ticket pour la finale. Suivant la proclamation des résultats par les membres du jury, suivi de points effectués par la présidente du comité d'organisation, Romance Rompati. Donc pour la première rencontre, nous avons eu l'affiche Bon Berger, La Tendresse. Bon Berger a remporté 143 à 120. La deuxième affiche, nous avons eu Lucie Vérone qui a affronté La Tendresse. Le verdict, c'est Lucie Vérone 113, La Tendresse 105. Ensuite, la dernière rencontre à laquelle on vient d'assister, nous avons eu Bon Berger qui a disputé la rencontre avec Lucie Vérone. Et c'est Lucie Vérone qui s'est imposée. Les meilleurs, dans l'ordre, se présente comme suit. Nous avons au troisième Tendresse qui a totalisé 225 points que je vous prie. À la deuxième position, l'écart n'est pas aussi grand. Nous avons le collège Lucie Vérone qui a totalisé 226 points, juste un point d'écart entre Lucie Vérone et puis la Tendresse. Appréciez les... mais qui termine premier pour cette manche que nous allons retrouver la semaine prochaine à la finale. Il s'agit bel et bien du collège Bon Berger qui a... Nous avons eu, disons, 3 sortes de questions. Il y avait les questions standards, c'est-à-dire on pose la question, il suffit juste de donner une réponse. Il y avait aussi des questions, il fallait deviner en fait soit la discipline, soit le nom, soit une institution, mais en partant parfois des images, parfois juste de ce qu'on appelle généralement charades. Donc on a fait des charades, on a fait des devinettes grâce à des images. Donc c'était vraiment bien, je pense que les enfants ils ont beaucoup apprécié. Donc voilà un peu, c'était sur ces critères-là que les membres du jury ont essayé d'évaluer, en tenant compte bien sûr du chrono. Pour les questions standards, il fallait répondre en 10 secondes maximum. Pour les questions de décodage, c'était la première équipe qui donne la réponse qui gagne. Donc
c'était un peu ça. Nous nous réjouissons déjà que cette première édition se soit bien passée. C'est vraiment l'objectif, c'est d'amener les enfants à s'intéresser davantage au sport et à connaître déjà un peu mieux les acteurs du sport au Bénin, à savoir un peu en quoi le sport peut être bénéfique pour eux. Donc l'objectif est quand même pleinement atteint et les premières phases ont permis de retrouver et de sélectionner 2 équipes qui vont revenir en finale le samedi prochain, je veux dire le samedi 30 mars. Donc on espère qu'il y aura beaucoup plus de monde. Vous n'avez pas besoin d'être à Kwakwa pour venir, hein. Donc tous ceux qui vont nous écouter, on les invite à être là. Ce sera au collège Pont-Berger d'Akwakwa. Les acteurs du mouvement sportif béninois se sont dotés de nouveaux instruments pour la gestion des fédérations sportives au Bénin et du comité national olympique et sportif du Bénin, CNOSBN. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est déroulée le 17 mars dernier à l'auditorium Marius Francisco au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au thème des travaux, le secrétaire général Fernando Jessou nous fait le point. L'Assemblée générale a donné quitus de la gestion des années 2017 à 2018 au bureau exécutif du Comité national olympique et sportif béninois, ce qui est pour nous une grande satisfaction. Après, l'autre pan, et non des moindres, c'est la présentation et l'adoption des documents de travail que sont 1. Le programme d'action ou le programme d'activité de 2019. Ensuite, les statuts révisés du Comité national olympique et sportif béninois. Et ça, c'est l'aboutissement d'un processus qui a démarré depuis 2015. Ensuite, il y a eu l'adoption de la convention d'éthique et de bonne gouvernance entre le Comité national olympique et sportif béninois et les fédérations membres du CNOSBN ainsi que des associations sportives qui sont affiliées aux différentes fédérations. Ceci dit, nous avons avancé à grands pas, surtout avec l'adoption du manuel de procédure et du plan stratégique de développement du Comité national olympique et sportif béninois. Franchement, c'est un grand pas qui vient d'être fait. Il est désormais admis par tous que chaque année, aussi bien le Comité national olympique et sportif béninois que les fédérations sportives, on doit tenir une assemblée générale de travail. Ce qui fait que entre 2 assemblées générales électives, il doit y avoir 3 assemblées générales minimum de travail. Voyez-vous, c'est extrêmement important et toutes les fédérations ont été d'accord pour qu'on aille dans ce sens désormais. Retrouvons le secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Bénin, Fernando Jessou, qui revient sur le contenu du plan stratégique du développement du CNOSBN. Ce qu'il faut retenir de ce document est que jusqu'en 2021 ou jusqu'aux Jeux olympiques de 2020, pour être plus précis, ce qui doit être fait est connu. Les différents domaines d'action stratégique en ce qui concerne l'administration et le management du Comité national olympique et sportif béninois, en ce qui concerne la promotion des valeurs olympiques, en ce qui concerne la formation des cadres techniques, des cadres administratifs et bien entendu les bourses aux athlètes qui doivent préparer les grandes compétitions au plan international et tout un tas d'actions qui doivent être mises en œuvre pour la promotion et le développement du sport béninois. Un sport plus compétitif, un sport qui permet à notre pays de se révéler. Bouclons le tour d'horizon de l'actualité sportive au plan national par quelques brèves. Ce sera avec René José Sabo. René, bonjour. Bonjour Laios Sadiagbé. Non, il faut simplement dire déjà que le Bénin a décroché 5 médailles, dont 3 en or et 2 en bronze en marge des Jeux mondiaux du spécial olympique du côté d'Abu Dhabi. Il faut dire que les médailles ont été obtenues en lancer softball au 100 mètres marche pour ce qui concerne les médailles en or et bien sûr en badminton et en boussé pour ce qui concerne les médailles en argent. Il faut dire aussi satisfait à M. Moustapha Yaya, le président
de cette fédération et de son bureau, car en 2015, ils avaient décroché juste 4 médailles, dont 2 en or, 1 en argent et 1 en bronze. En outre, les 4e championnats d'Afrique de Scrabble vont se dérouler du 15 au 20 avril 2019 du côté de Brazzaville, et le Bénin serait représenté aux côtés de 18 autres pays à cette compétition continentale. Et il faut dire que 5 épreuves sont prévues. Les classiques du 7 Rome demi-finale finale, c'est du 15 au 19 avril 2019. La paire qui va se disputer en 4 parties, c'est le 17 avril 2019. Le Blitz qui va se disputer en 4 parties, les 15 et 16 avril 2019. L'élite en 7 parties, du 16 au 20 avril 2019. Et enfin, le défi africain mort subite, le 20 avril 2019. Du côté de la natation, nous allons rapidement à Dakar pour dire que la première étape au libre du circuit sud va se disputer le 31 mars prochain entre les villes de Falik, Kaolack et Sokone. Les Béninoises Raoufat Radi et Nafissat Radi seront sur la ligne de départ. Ça serait leur première sortie dans le cadre de cette saison, en attendant la deuxième étape qui va se disputer le 1er mai prochain dans le tronçon Ziguinchor-Cap-Skirring. Enfin, nous avons le championnat national féminin de football qui va rendre son verdict le 7 avril 2019 prochain. Mais avant, nous aurons le 30 mars l'étape des demi-finales qui vont se disputer du côté de Dassa et de Boycon. Pour ce qui concerne la première demi-finale, nous aurons Phoenix de Boycon qui va affronter Élite de Parakou. Et du côté de Boycon, nous aurons Vigueur de Lokossa qui va affronter JSV de Porte-Novo. Voilà déjà ce qu'on peut retenir pour ce qui concerne les brèves. Merci à vous. Et avec Arnaud Akapo, il y a une information de dernière minute qui sera donnée. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Larios, bonjour téléspectateurs. Oui, c'est bien sûr la formation qui a commencé aujourd'hui à l'endroit des acteurs du beach soccer, c'est dans un hôtel de la place de Cotonou. C'est bien sûr 3 jours de formation à l'endroit des coachs, présidents et puis arbitres pour le championnat qui va démarrer très prochainement. Ce sera le 6 avril. C'est bien sûr le championnat national de beach soccer. Il y aura 8 clubs qui vont participer déjà à ce championnat. Il faut dire que cette formation qui a commencé ce jour même à Cotonou est animée par William Serré. C'est bien sûr un instructeur ivoirien. Il est aussi membre de la commission, sinon le président de la commission de football de jeunes et football beach soccer du côté de la Côte d'Ivoire. Il est au Bénin et donc c'est lui qui anime cette formation-là avec Jean Soro. Il est le coach de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Donc sont eux qui animent cette formation qui va s'attabler sur les b.a.-ba concernant comment ça se joue, le temps de jeu. Ça a commencé au Bénin depuis, mais il faut formaliser cela. Donc c'est justement pour cela que ça a été organisé par la commission de football des jeunes, de futsal et de beach soccer. Donc la formation, c'est pour 3 jours. Ça se déroule à Cotonou et une 50aine de participants sont à ce stage-là pour pouvoir acquérir les b.a.-ba de la discipline. Comme je le disais, il y aura 8 clubs qui vont participer au championnat qui va démarrer le 6 avril prochain. C'est sûr qu'on va revenir là-dessus, mais déjà sachez qu'il y aura Dragon, USS Krake, Jacques, Taneka, Guépard, Aigle de Wenoussou, et puis AS Cotonou, Ayema qui vont participer au prochain championnat de beach soccer. Nous passons au décryptage du jour. Au menu du décryptage de cette émission, vous vous en doutez, c'est la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 qui s'est déroulée les 22, 23 et 24 mars dernier sur tout le continent africain. Le Bénin était au charbon face à son voisin togolais, les éperviers du Togo. Et ce match décisif, Michel Dussuet a remporté le duel tactique contre son compatriote, le vieux sorcier, le sorcier blanc, Claude Leroy. Et pour analyser ce match, pour faire le tour de l'organisation de cette rencontre, j'ai avec moi, comme c'est le cas depuis quelques émissions, René José Sarbo. René,
Rebonjour. Bonjour Larios Adjabouno, bonjour à tous les plateaux et aux amis téléspectateurs. Arnaud Akakpo, vous êtes là, vous étiez au stade général Mathieu Kérékou qui était devenu un chaudron pour les visiteurs, les éperviers du Togo. Bon. Ben oui, le mot est bien trouvé, c'est bien sûr, ce fut un chaudron pour les écureuils les éperviers qui étaient confinés dans un coin du stade là-bas. Ils n'avaient pas aussi de place pour atterrir, donc ils étaient loin dans le ciel là-bas. Bonjour Wilfried Aïdon, le très optimiste qui avait déjà réservé son visa pour Égypte. C'est chose faite désormais. Vous avez bien choisi de bien remplir les formalités pour aller en Égypte. Bien sûr, j'ai eu la chance. Bonjour Larios, bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. J'ai mon visa, si vous voulez, je montre mon visa, il n'y a pas de souci. C'est mon visa pour aller à la Cannes. Mon visa de l'Égypte, c'est chose faite. Donc bravo aux écureuils. Voilà. Bravo aux écureuils. Mais en attendant, nous allons rejouer sur ce plateau le match et pour démarrer d'abord la composition du départ du sélectionneur Michel Dussuet a surpris René Sabo. Ben, surprise, je dirais qu'on ne pourra pas être surpris sur ce plateau puisque qu'au vu déjà des joueurs convoqués, on l'avait dit la semaine passée, il fallait s'attendre à un nivellement au niveau de cette sélection et ça n'a pas raté. Et là, il faut tirer un coup de chapeau à Michel Dussuet parce qu'à l'annonce de ce classement, beaucoup étaient sceptiques. Est-ce qu'on pouvait avoir Adileou au niveau de la défense centrale qui pouvait tenir bon? Ben là, il a accompli sa mission. Comme quoi l'entraîneur sait de quoi il parle, il sait comment il a sélectionné ses joueurs et bravo à toute l'équipe. Arnaud Akakpo, vous étiez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez dans les tribunes de presse le dimanche dernier et quand vous avez reçu la feuille de match avec ce 11 entrant concocté par Michel Dussuet, comment vous vous êtes senti? Oui, pas du tout surpris parce qu'on a déjà annoncé un peu les couleurs par ici, donc on n'était pas trop surpris. Seulement que quand on voit Michel Dussuet, sinon quand je l'ai vu aligner 3-5 défenseurs, je me suis dit, ah tiens, c'est un coup tactique que ce monsieur veut apporter. Ce serait une surprise pour son compère du Togo. Et vraiment, c'était une surprise parce que jouer à domicile pour un match, c'est vrai qu'il ne fallait pas perdre. Et non, il y a une différence entre un match et ne pas perdre et un match qu'il fallait gagner. Donc jouer le tout pour conserver, je me suis dit, ah, tiens, quel est ce coup tactique qu'il a fait? Donc c'était juste là que j'étais un peu surpris. Sinon, dans les joueurs qui étaient sur le terrain, les éléments, il n'y avait pas de surprise en tant que tel. Il faut retenir que Michel Dussuet a reconduit le système de jeu qu'il avait déjà mis en place lors du match aller le 9 septembre 2018 au stade municipal de Lomé. Et Wilfried Aïdon et vous qui êtes un peu plus proche du staff technique à la découverte de cette composition pour ce match, comme l'a évoqué tout à l'heure Arnaud Akakpo, il ne fallait pas surtout perdre et laisser le jeu aux visiteurs, aux Togolais. Ça vous a surpris? Non, je dirais comme Arnaud et Savo tout à l'heure, nous ici sur le plateau, on n'est pas surpris. Peut-être d'autres confrères, parce que je me souviens bien, le TMO, et que je suis une homme, m'avait envoyé le classement 2 heures avant le match. Et je montrais à des confrères au stade qui étaient surpris. Ça commençait par aller dans tous les sens, déjà un peu sur les réseaux sociaux. Mais nous, on est resté calme parce qu'ici, dans notre analyse de la semaine dernière, on s'est projeté sur le fait que Michel Dussuet pouvait reprendre un chemin qu'il avait fait à Lomé. Donc pour moi, ce n'était pas une surprise. Et à présent, sur le contenu même de la rencontre, le 11 national, comme on l'a également évoqué ici la semaine dernière, le 11 national a contenu non seulement les éperviers, mais a ouvert le score dès la 11e minute sur cette belle ouverture du néo-écureuil Sébios Soukou, celui-là même qui était annoncé pour remplacer numériquement, mais pas pour imiter ou pas pour remplacer le métronome Stéphane Sesséon comme il le faut. Mais il a réussi en servant sur
je peux dire sur un plateau, son coéquipier David Djigla. Et c'est exactement cela. C'était le souci. Après, on savait que Michel Dussuet allait faire peut-être un coup tactique de la dernière fois. Maintenant, c'est l'animation qui allait poser problème. Comment est-ce que le schéma va être animé? Ça ne sert à rien de servir le même schéma qu'à Lomé et qu'au niveau de l'animation, il n'y ait pas des pions qu'on puisse bouger. Bon, c'est bien Soukou. Numériquement, il a remplacé Stéphane Sessegnon, pas pour, comme on a dit, les mêmes qualités et tout, mais il a joué son rôle, comme on le dit. C'est lui, à la 12e minute, qui permet à David Djigla, avec cette passe en profondeur, une passe lumineuse. Et en seconde mi-temps aussi, une autre passe qui, si Jodel Dossou l'avait concrétisé, il allait être peut-être, pourquoi pas peut-être l'homme du match avec 2 passes décisives pour une première rencontre. Il n'a pas failli à sa mission et Michel Dussuet a eu raison de compter sur lui. Et il fallait pour ce match entrer très tôt dans la rencontre et faire preuve d'un mental d'acier. Et c'est ce que les écureuils ont réussi à faire le dimanche dernier à Nouakchott. Oui, c'est le réalisme qui a d'ailleurs surpris parce que si vous voyez surtout le match, les statistiques des écureuils, ils n'ont pas eu assez de tirs cadrés que les éperviers du Togo, mais ce sont eux qui ont frappé. Ils ont été réalistes sur les occasions qu'ils ont eues. 11e minute, c'est vrai, on ne s'attendait pas à cela. Tel que ça a été réalisé, surtout David Djigla. Ce n'est pas lui qu'on voulait voir marquer très tôt dans ce match, mais il a, lorsque l'occasion s'est présentée, saisi sa chance et avec son pied même, qui n'était pas son pied fort. Vous imaginez, c'est du pied gauche. Et c'était parfait, comme Wilfried l'a dit tout à l'heure, sur un centre de plus de 50 mètres. Il a été trouvé en profondeur, il a résisté au défenseur, l'a déséquilibré et puis a eu la lucidité qu'il faut pouvoir mettre ce plat du pied là dans le petit filet. C'était parfait. Les écureuils ont su le faire. Et c'était dans le temps où les écureuils n'étaient pas en possession. Ils étaient dans leur repli, dans leur moitié de terrain. Bravo aux écureuils. Ils ont pu résister et piquer les éperviers en plein vol. C'était parfait. Et il faut dire que le sélectionneur national Michel Dussuet l'annonçait en conférence de presse à 48 heures après la publication de sa liste pour ce match décisif contre le Togo. Il disait ceci: il va falloir être efficace dans la surface adverse et dans notre propre surface lors de cette rencontre. Et c'est ce qui a été fait. Les écureuils ont réussi même à arracher ou à défendre le but de l'élimination sur cette frappe contrée de Mathieu Tosservi à la 79e minute à René José Sabo. Ben oui, vous savez, on l'avait dit, si on avait la chance d'avoir une sélection bien motivée, on allait avoir le résultat. Et on avait des inquiétudes sur ces nouveaux qui allaient faire leur baptême de feu. Sebio Soukou, je reviens toujours à lui, qui a accompli sa mission. Et vous voyez, le résultat est là. Donc, il n'a pas trop de surprises. Ce qu'il faut saluer, c'est la motivation de toute l'équipe. L'équipe était motivée. La rencontre a commencé sans round d'observation et le résultat était là. Les Togolais ont été contrés en début de rencontre avec ce magnifique but de David Djigla qui a sonné le glas parce que après ce but, le public a soutenu, a joué sa partition jusqu'à la fin de la rencontre. Et ce n'est pas l'égalisation d'Emmanuel Adebayor qui a fait baisser la tension du côté des écureuils, parce que s'ils avaient baissé les bras, on n'aurait pas eu aussi cette aggravation que, vous l'avez vu, est venue avec une fougue de Steve Mounier qui recherchait vraiment ce but et qu'il a eu. Voilà, bravo. Nous allons suivre l'analyse de Steven Lavon, rédacteur en chef du site togolais Africa Top Sports, le premier portail sportif africain en matière de presse sportive. Il estime que les Béninois méritaient cette qualification sur l'ensemble de la compétition ou du tournoi qualificatif. Je vais déjà dire félicitations au Bénin, félicitations aux écureuils qui ont fait un bon match, un match très appliqué. Le match était très attendu parce que justement c'était un match
qui vous offre un billet qualificatif pour la CAN. Donc le Bénin, avec une absence de presque 10 ans, avait envie d'aller à cette CAN-là. Je pense qu'ils ont mis les moyens depuis le début. Ce n'est pas forcément sur ce match, mais depuis le début de la campagne, le Bénin a mis les moyens. Je veux parler des matchs qui ont été faits à domicile. Le Bénin n'a perdu aucun match à domicile. C'est exceptionnel. Et c'est là, lorsque vous voulez aller à la CAN, ça passe par là. Vous avez vu que, contrairement au Bénin, le Togo a pris 2 points sur 9 à la maison. C'est difficile d'aller à la CAN quand vous faites une campagne comme ça. Donc dans l'ensemble, sur ce match, je pense que le Bénin a été meilleur, même si je pense que globalement, peut-être que le match nul aurait été mérité, mais le Bénin a su frapper avec ses occasions, même s'ils n'en ont pas eu beaucoup, ils ont su frapper, ils ont su être réalistes, alors que le Togo a fait un premier mi-temps assez pauvre. C'est en second mi-temps qu'ils se sont réveillés, mais c'était un peu trop tard. Donc voilà, comme je dis encore une fois, félicitations aux écureuils et bonne chance en Égypte. Ouais, c'est vrai que on a beaucoup parlé autour du match avec les précédents entre les deux pays, notamment les incidents de 2007. Mais cette fois-ci, tout s'est très bien passé, c'est ce qu'on attendait. Parce que c'est le football, c'est la fête, il n'y a pas de problème. Il y a un qui doit gagner, un qui doit perdre. Mais il faut reconnaître qu'à la fin de la journée, le football n'est qu'un jeu de plaisir. Et donc, il faut garder cet esprit-là. Bravo aux Béninois, bravo aux supporters béninois qui ont su rester dignes, supporter leur équipe. Et puis, bien évidemment, bravo aussi aux supporters togolais qui, malgré la défaite, bien évidemment, sont restés dans leur rôle. Et voilà. Voilà, et Wilfried Aïdon, la qualification en poche, il faut penser désormais à comment préparer cette 4e participation du Bénin à la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et pour vous, que faut-il faire ou comment mieux préparer cette compétition? D'abord, pour rebondir à l'intervention de Steve Lanson, quand il dit que le Bénin mérite cette qualification, surtout le tournoi, c'est vrai, parce que le Bénin a gagné tous ses matchs à domicile. Le Bénin a battu l'Algérie ici, le Bénin a battu le Togo, le Bénin a battu la Gambie. Donc, dans ce genre de tournoi, quand vous remportez toute votre rencontre à domicile, ça vous permet, n'est-ce pas, d'avoir une sérénité. Et au cours de cette rencontre face aux éperviers, on a vu les statistiques ont donné 58% de possession au Togo et pour 42 face au Bénin. Les Béninois ont laissé le ballon à l'adversaire dans leur moitié de terrain, dans leur camp. À chaque fois que le Togo voulait se projeter, il n'y avait pas d'espace. Donc pour bondir sur l'efficacité dont parlait Sabo René, effectivement, le Bénin a eu moins de frappes que le Togo. Le Bénin a fait 8 frappes, dont 4 cadrées pour 2 buts. Et les Togolais ont frappé 11 fois pour seulement 4 cadrés. Donc, je veux dire que dans l'ensemble, le Bénin a laissé le ballon à l'adversaire, mais le Bénin a été plus efficace. Donc, au niveau de la préparation, maintenant, je pense qu'il faut laisser le temps à Dissué de préparer son groupe, parce que je l'ai eu aussi. Et hier, il m'a dit qu'il concoctait son plan de travail parce qu'après, il donne son plan de travail, son plan de préparation. Maintenant, on s'avoue, comme il a dit, on s'avoue aujourd'hui, mais déjà 2 jours après, il faut se projeter sur la préparation parce qu'il y aura beaucoup d'attentes. Pourquoi il y aura beaucoup d'attentes? On n'avait pas les cadres. On a eu à faire ce match face au Togo. On va récupérer des joueurs derrière et le Bénin ne partira pas pour juste participer cette fois-ci parce qu'il faut se donner le défi au moins de rentrer dans le 2e tour, comme on le dit. On n'est pas sorti dès le 1er tour. Je pense que ça sera ses ambitions et il va se donner les moyens de les atteindre. On verra bien. Oui, on verra en attendant de retrouver le sélectionneur national Michel Dissué sur cette question. Comment compte-t-il préparer cette compétition? René Sabo, et cette compétition, on l'attendait depuis 9 ans. Et on a suivi de loin, les journalistes et reporters sportifs béninois ont suivi 4 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations depuis Cotonou. Aujourd'hui, nous sommes là-bas. Comment faire pour ne plus sortir au premier tour parce que depuis la première participation, c'est une seule rencontre qu'on a pu jouer pour obtenir un résultat nul, 2 buts partout. Ben, je pense que tout va partir du plan de préparation de Michel Dissué, puisque c'est lui qui va donner la feuille de route qu'il faut pour cette participation. Et je ne suis pas trop inquiet parce qu'il a eu la chance de faire le même exercice avec la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Bénin la première fois et une deuxième fois. Il saura bien sortir un plan de travail vraiment efficace. Et vous savez, pour ça, nous avons d'abord le retour
des 4 qui n'étaient pas là la dernière fois, Stéphane Sesseignon, Poté, Farnol et bien sûr Cécile Dalmeda. Ensuite, il va falloir, avec le prochain championnat qui s'annonce, aller voir s'il n'a pas une pelle rare. C'est vrai que la sélection va être rude à ce niveau, mais avec une chance qu'on joue 2 fois par semaine, ça permettra de voir quand même les joueurs vraiment en condition UP. Et ensuite, il va falloir aller à la recherche de binationaux, éventuellement, parce qu'il y a certains qui étaient vraiment dans une réflexion. Oui, nous allons aborder ce point tout à l'heure. Je veux juste dire qu'il faut qu'il aille aussi à cette recherche pour renforcer un peu. Et dans tout ce méli-mélo, sortir un groupe efficace qui puisse accomplir cette mission du côté de l'Égypte. Voilà. Oui, suivons à présent le sélectionneur Michel Dussuyer sur ce point. Comment compte-t-il préparer cette rencontre? Mais avant, il a rendu hommage à son prédécesseur, Oumar Tchoumogo, celui-là qui a démarré cette campagne qualificative avec les Écureuils en juin 2017 et qui a battu au passage les Scorpions rouges de la Gambie 1-0 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Déjà avant de revenir au Bénin, j'avais pris des informations par rapport au groupe et tout ce qu'on m'avait dit s'est retrouvé. Je suis venu, j'ai trouvé un groupe très positif et très motivé, quoi. Ils avaient tous envie d'aller à la CAN. Donc pour moi c'était très facile de travailler, très attentif aussi. Et puis je voudrais aussi associer Oumar Tchoumogo parce que le premier match contre la Gambie, c'est lui qui a pris les 3 points. Donc je voudrais l'associer aussi à cette qualification. Bon, ce soir, on va fêter. Et puis demain, on va penser à la suite. Hein? Mais d'abord, on va fêter un peu. La suite, évidemment, c'est la CAN. On va récupérer des joueurs, déjà, qui étaient absents aujourd'hui, qui sont des joueurs importants pour nous, notamment Stéphane, évidemment, mais aussi Mika et Cécile aussi, qui ont participé à cette aventure. Donc, on va bien se préparer comme on le fait, y aller avec beaucoup d'ambition. Il faut toujours regarder devant et essayer d'aller le plus loin possible. Notre créneau, c'est d'essayer de se rendre encore meilleur, d'essayer d'être encore meilleur sur l'animation défensive, sur l'animation offensive, surtout dans tous les secteurs de jeu pour présenter un visage d'une équipe qui est encore capable de chatouiller les gros. Après, je pense qu'aujourd'hui, on va y aller par étapes, là, parce que ne me demandez pas tout de suite de gagner la Coupe d'Afrique, on va y penser d'abord, quoi. Hein? On a des étapes à franchir. On verra la poule, gagner déjà ce premier match, passer ce premier tour. Ce sera notre premier objectif. Arnaud Akapo, Michel Dussuyer se donne le défi, et le défi aux Écureuils de remporter la première victoire du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec un bémol, il souhaite surtout qu'on ne demande pas à l'équipe de remporter la CAN. Tout ceci dans un temps un peu gai. Oui, il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves et en ayant des rêves, quand même, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Et donc, c'est en cela que je peux résumer cette réaction de Michel Dussuyer. C'est vrai, au détour d'un entretien qu'il a eu, je crois, le lundi dernier, il disait que son objectif principal est d'aller le plus loin que possible. Donc, le plus loin pour moi, si je lis entre les lignes, c'est que fait plus qu'avoir un point. Parce que la dernière fois qu'on a eu un point, c'était grâce à lui et avec lui à la CAN 2010. C'était depuis partout contre le Mozambique. Un match qu'on pourrait gagner s'il n'y avait pas cette touche-là, cette sortie hasardeuse. Et puis, tout. Bref, on va revenir sur ce match-là. Donc, avoir 3 points. Et avoir 3 points aujourd'hui à une phase finale, cette phase finale à 24, c'est synonyme d'aller au second tour. Si on fait un peu le calcul, parce qu'il y aura les 2 premiers de chaque groupe et puis les 4 meilleurs de tous les groupes, si je ne m'abuse, qui seront qualifiés. Donc, si vous voyez un peu, donc aller plus loin, avoir 3 points et pourquoi pas encaisser moins, le Bénin peut toujours aller au second tour. Donc, oui, c'est possible si on joue correctement et comme il a dit, mieux se préparer. Pour moi, je ne trouve pas l'objectif assez irréalisable. Maintenant, il faut de la préparation parce que cette CAN-là, il y aura 24 équipes, mais
toutes les équipes qui sont qualifiées, toutes les nations qui sont qualifiées sont des nations joueuses. Ne pensez pas qu'on ira jouer le Burundi et que c'est gratuit. On ira jouer l'Ouganda et que facilement on va s'en sortir. Non, parce que chacune de ces équipes qui ont pu décrocher leur qualification la mérite et ça va se jouer sur des détails. Michel Dussuyer, comme vous l'avez dit, c'est un sélectionneur qui a pu hisser la Guinée en quart de finale. Il a coaché la Côte d'Ivoire qui avait beaucoup de talent. C'est vrai, on peut comparer la Guinée avec le Bénin, même si individuellement, les Guinéens techniquement sont plus fins que nous. Et donc, il peut le faire si une bonne préparation est autour de l'équipe. Et une bonne préparation est synonyme de récupérer ces binationaux comme l'indiquait René Sabo tout à l'heure. C'est l'heure de la diplomatie offensive à ce niveau pour convaincre certains de ceux-ci qui résistent encore à retourner dans leur pays d'origine pour prêter main forte à la construction de ce football. Wilfried Aïdon, on peut parler entre autres de Collins Dagba, le sociétaire du Paris Saint-Germain, de Jules Koundé, qui est au niveau des Girondins de Bordeaux. C'est deux qui sont peut-être l'avenir de l'équipe de France, on ne sait pas, mais ceux-ci, en entendant le Bénin peut mener des actions dans ce sens, sans oublier un certain Daniel Didavi qui, depuis quelques années, on cite son nom, mais rien ne bouge de ce côté. Bien sûr, vous avez parfaitement raison, il faut partir à la reconquête de ces joueurs-là que vous avez signés, quand on sait leur rôle qu'ils jouent dans leur club et au niveau dans lequel ils jouent. Surtout Colin Dagba qui apportera beaucoup, parce qu'on sait que du côté du poste de latéral droit, ici ça bricole, il n'y a pas véritablement celui-là qui sort du lot, c'est du bricolage et on essaie de colmater les brèches. Si lui, il revient sur sa décision, ça peut nous apporter un tonus dans le cœur. Aussi pour Jules Koundé qui évolue avec Bordeaux, qui joue aussi au niveau de la défense. Donc ça sera, en plus de Didavi, ça sera trois éléments importants. Trois renforts de plus pour le Bénin, pourquoi pas. Et après aussi, il faut regarder un peu dans tous les sens pour voir. Ceux qui peuvent nous apporter un plus, n'est pas amener quelqu'un pour l'amener, mais surtout voir celui-là, sinon ceux-là qui peuvent nous apporter un plus pour que l'équipe puisse grandir encore plus. Arnaud Agabo, il est vrai que le sélectionneur national Michel Dussuyer avait déjà parlé de ça en conférence de presse. Il a échangé avec les garçons, mais les garçons ne sont pas encore prêts pour venir défendre les couleurs du Bénin. Et il a dit qu'il n'aimerait pas appeler un joueur ou forcer la main à un joueur pour jouer pour le Bénin. Mais la qualification en poche, ce n'est plus question de Michel Dussuyer, c'est la question du football béninois. Il faut maintenant que les dirigeants de ce football, le ministère et la fédération qui sont aujourd'hui en symbiose, qui mènent les actions en complicité, que le ministère des Affaires étrangères également, parce qu'on parle de la diplomatie, que la diplomatie footballistique entre en jeu pour convaincre certains de ces joueurs pour venir défendre nos couleurs. Oui, pour moi, je vais même au-delà. Si les garçons ne voient pas leurs intérêts et que c'est l'intérêt du Bénin, ne vous attendez pas à les voir. Les joueurs en général, si le joueur ne voit pas son intérêt à venir jouer pour le Bénin, il ne viendra jamais. Si c'est juste parce que vous voulez que votre pays tire quelque chose de lui. L'intérêt que ces joueurs auront peut-être aujourd'hui à venir, c'est que le Bénin est qualifié pour la CAN. Et la CAN est une vitrine, c'est je dirais un gros encart pour permettre à ces joueurs-là de se montrer. Maintenant, si le joueur voit que il n'a plus de chance à jouer pour l'équipe de France, et en jouant pour le Bénin, il y aura de la cote sur le marché du transfert, il se dit, ben oui, si je viens et que l'équipe va en quart, tiens, attention, je peux profiter de cela pour quitter la réserve de Paris Saint-Germain ou Bordeaux pour aller du côté de l'Espagne ou de l'Angleterre. Il va venir rapidement. Aucune diplomatie. On n'aura même pas besoin de dire à Talon de prendre son téléphone pour rappeler un joueur pour dire, tiens, hey, mon petit, j'ai besoin de toi. C'est lui-même qui va commencer par le dire, oui, je vais jouer pour vous. Donc,
moi je vois déjà que les joueurs aient l'intérêt. Et comme l'a dit Michel Duchier, il ne servirait à rien d'aller faire la couverte, les génuflexions devant un petit pour dire viens, et il va venir comme ça, il ne va pas donner ce qu'il veut. Mais si lui-même il vient, d'accord, en sachant qu'il a un intérêt, vous allez voir qu'il va se donner à 200% pour la sélection nationale. Et donc pour moi, c'est comme cela que je vois la chose. Maintenant, parmi les joueurs qu'on cite, Koundé et puis Collins Dagba, pour moi, je ne compte pas trop sur seulement que le joueur que je vois et qui a déjà l'expérience du haut niveau, c'est bien sûr Daniel Didavi, qui, il faut le dire, n'est pas binational, il est allemand parce que les Allemands ne tolèrent pas la binationalité. Et donc, c'est le jour où il va aussi voir que, bon, c'est vrai, il sait déjà, hein, à 27 ans ou révolu, l'équipe d'Allemagne, pour lui, ce serait difficile. Mais c'est plus difficile, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Non, ce n'est plus possible. Si les Allemands, aujourd'hui, sont en train de mettre à l'écart un certain, le Bavarois, Thomas Müller, je ne sais pas si c'est Daniel Didavi qu'ils ont recherché à plus de 27 ans. Et donc, si c'est lui qui va aujourd'hui, qui peut venir jouer pour le Bénin, je crois que lui, il peut encore revenir. Parce qu'en milieu de terrain, on a toujours un souci. Le jour où on n'est pas là, on joue 5-4-1. Et ce sera toujours comme ça. Vous allez voir que le jour où César ne sera pas là, on peut vouloir jouer un match pour gagner juste un but à 0. On va toujours jouer défensif parce qu'il n'est pas là pour faire l'animation offensive. René Sabo, vous parliez tout à l'heure de ces binationaux qu'il faut appeler en renfort à cette sélection béninoise. Et là, on a quelques noms, mais c'est un peu compliqué de les convaincre. Ben, compliqué... Peut-être oui, mais je me dis, le Bénin a pu se qualifier sans eux. Aujourd'hui, on va en phase finale. Akapo l'a dit, c'est une compétition prisée sur le plan africain qui peut les relancer. Bon, s'ils sont intéressés, ils viendront. Mais connaissant Michel Dussier, il va peut-être renouer avec eux, ben, il ne va pas les forcer à venir. Encore que Daniel Didavi, il a possibilité de voir avec ses oncles ici, qui sont quand même bien ancrés dans le football béninois. Je pense que si les oncles interviennent ou parlent auprès de leurs frères, il va pouvoir revenir en sélection. C'est vrai aussi qu'il a peut-être d'autres à aller explorer, parce qu'il a le gardien Ligali, Jonathan. Oui, là où moi je ne suis pas d'accord excusez-moi, là où moi je ne suis pas d'accord avec Akapo pour le problème de nationalité, moi je trouve que c'est un argument fallacieux, parce qu'on a Sebio Suko aussi qui est allemand, mais qui est venu jouer pour le Bénin. Donc dit qu'il va perdre sa nationalité allemande et tout à 27 ans, c'est pas évident qu'on t'appelle avec la Mannschaft encore. Et résister pour dire que c'est les histoires des nationalités et perdre le passeport allemand, pour moi c'est un argument fallacieux. Et parlant du cas Jonathan Ligali, vous avez votre opinion sur ça? Oui, Jonathan Ligali, après, comme il le dit, il faut que le joueur sente le coup. Tu vois, au début, il est prêt aujourd'hui. Oui, il n'est plus performant comme à l'époque. Il est prêt pour venir parce que sa cote a baissé sur le marché des transferts. Ça, il faut avoir le courage de se dire en face. Sa cote a baissé sur le marché des transferts. Il veut venir se faire une place, encore comme il sait que peut-être le Bénin allait. C'est ce que je disais, il a un intérêt maintenant il a un intérêt à jouer pour le Bénin. De toutes les façons. Après, s'il est compétitif, si ça nous arrange, on le prend. Ouais, avec cette qualification, Michel Dussier se trouve un peu en position de force. Bien sûr. Celui qui doit choisir qui viendra jouer, je pense quand même que s'il renoue contact avec eux et qu'ils ne veulent pas, il va trouver d'autres solutions. Voilà. Et il y a également le cas Rudy Chested qui a manifesté son désir depuis le mois de novembre dernier de revenir en sélection après c'est au coach de décider quand est-ce qu'il faut l'emmener. Qui doit venir ou pas, et renforcer l'équipe ou non. Maintenant, qui est capable de faire quoi? Qui a le mental surtout pour... Parce qu'en fait, au-delà de tout, des individualités, c'est l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe qui plane, qui prévaut, j'allais dire, surtout. L'équipe là, qui a joué contre le Togo, si on n'était pas là, Poté non plus, Farnol en dernière minute, tu n'y étais pas. Imaginez, Maman Sebou aussi n'a pas un mental qu'il faut pour jouer dans ce groupe-là. Et avec ce qu'il a fait, le gros abatteur, on n'en a pas parlé, mais pour moi, c'est le coup de cœur de ce match-là, Maman Sebou. Oui, on va revenir sur les flops et les tops de ce match. Mais en attendant, retenons que les retombées de cette qualification, les écureuils l'ont obtenu dès le
coup de sifflet final, déjà, le président de la Fédération béninoise de football, il s'agit bien de Mathurin Deschacus, on lui a promis une enveloppe financière de 100 000 €. Le ministre également en fait pareil. Et quelques heures après cette brillante qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été reçus par le chef de l'État, Patrice Talon. Et là, la mise a été multipliée par 500 000 € pour cette sélection béninoise. Cette ambiance, l'euphorie a quitté le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, a traversé toutes les villes du Bénin, a atterri dans le domicile du chef de l'État, Arnaud Akabo. C'est toujours intéressant de savoir que quand on est chef de l'État, voir son pays être qualifié pour une phase finale de Coupe d'Afrique. Donc c'est normal que le président, dans l'euphorie, pour accompagner ses compatriotes, lui qui veut que le Bénin se révèle un peu partout et dans toutes les disciplines, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a commencé à mettre de l'argent. La subvention récemment, c'est 400 millions que le football a reçu. Dans la foulée, une qualification, c'est-à-dire très important, surtout avec la période, pour faire un peu de digression sociopolitique actuelle que le Bénin traverse. Imaginez que c'était le contraire qui se produisait. Qu'est-ce que ça allait donner? Et donc, c'est toujours bon pour les politiciens d'avoir ce bol d'air-là, le temps d'une parenthèse là. Donc, c'est normal que dans la foulée, qu'ils donnent ces sous-là à ces joueurs qui ont permis au reste du monde d'oublier les guerres politiques et de s'unir autour. Moi, parce que, comme toujours dans la digression, j'ai vu des opposants et des mouvanciers ensemble se pressurer pour aller sur ce match-là. Et quand il y avait des accolades, un de ces acteurs qui, dans 30 minutes avant, il n'était pas possible de pouvoir même se saluer à distance. Vous voyez un peu ce que le football fait. Et donc, c'est toujours bon que la politique... On qualifie d'abord le football non seulement du sport roi, mais de l'opium du peuple. Et vous, pour revenir sur la rencontre Wilfried Aïdon, quels sont vos flops et vos tops? Pour moi, je dirais qu'il n'a pas eu de flop parce que le top, pour moi, c'était l'équipe. C'était l'équipe. Et je n'ai pas envie peut-être de faire des jaloux, mais quand on regarde le bloc équipe travailler, il a parlé de ça tout à l'heure. Et le risque, sinon, le lynchage populaire auquel Dissier allait se confronter, c'était que ça se passait mal. Parce qu'avoir l'audace de mettre Jodel Dossou de côté à ce match-là et de mettre Djigla, au niveau de la cote de popularité, ce n'est pas pareil. Jodel Dossou, il a la vitesse, il a ses fans, il est populaire, mais il faut avoir le courage de le mettre sur le côté pour l'intérêt public. Parce qu'après, les événements lui ont donné raison. Parce que quand Jodel est rentré, il a été un peu moins chanceux et tout. Mais c'est le travail de l'équipe, c'est le travail du groupe. Donc pour moi, tous les joueurs ont été top et pour moi, il n'y a pas eu de faute. René Sago. Le top pour moi, c'est d'abord tout le public qui a fait le déplacement. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai pu vu le stade de l'Amitié faire le plein. Et surtout, l'image qui m'est restée, c'est l'encadrement technique qui s'embrassait à la fin de la rencontre, tout le staff. C'était quand même... L'esprit d'équipe, Et Arnaud Akabo. Le top pour moi, c'est Michel Dissier, par rapport à son coup tactique. Et le coup de cœur, j'ai dit top, hein, c'est Michel Dissier par rapport à son coup tactique qu'il a remporté devant le vieux routier qui se gagarise d'avoir fait des cannes et des cannes depuis 88. Et puis, le coup de cœur, c'est Maman Seyibou. Comme je l'ai dit, c'est un joueur que j'ai vu un peu partout. Il a pris du galon, le garçon. Le joueur le moins performant, je ne dis pas flop, moins performant, c'est bien sûr Jordan Adeoti, qui, comparativement à ce qu'il présentait, et surtout le match qu'il a fait contre l'Algérie, a été moins performant. Mais lorsqu'on a regardé cette action qui a mené le second but béninois, il aurait pu frapper, mais avec c'est lui qui a balancé le ballon. C'est lui qui a balancé d'écarter à gauche pour... Oui, c'est lui qui a balancé le ballon de l'autre côté. Comme je l'ai dit, j'ai dit moins performant. J'ai pas dit, j'ai bien pesé mon mot, moins performant par rapport à ce qu'il a fait aussi le match contre l'Algérie et ce qu'il faisait. C'était le joueur le moins performant parce qu'il hésitait sur des actions. Il était lent, il avait le pif dans le gazon sur plusieurs actions et ça a dû pour moi
je ne vais pas décrédibiliser, mais ça a montré qu'il était moins performant sur cette rencontre-là. Et donc c'est justement pour ça que je dis que c'était le joueur le moins performant. Oui, mais en attendant, il y a un flop qu'il faut souligner sur ce plateau, c'est l'organisation du match. L'organisation du match qui a été catastrophique. Il ne faut pas avoir peur. Il faut appeler chien. S'il faut appeler chien, chat, chat. Parce que les événements déplorés, là. À voir même sur ces images la belle vitrée du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou qui est censé être l'accès principal pour les autorités, les hommes des médias et autres. Il faut simplement dire que c'était du monde et ça se bousculait. Dans tous les sens. Il y a eu trop de désordre. Le public n'a pas pu être contenu lors de cette rencontre. Et je vais dire, le public avait faim d'une victoire, avait faim d'être témoin oculaire plutôt de cette qualification de son équipe pour une 4e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais les consignes sécuritaires n'ont pas été respectées et on déplore des victimes. Je ne sais même pas s'il y a eu de consignes sécuritaires, parce que cette histoire-là, ce qui s'est passé, l'organisation, comme vous l'aviez dit, 0 même, c'est déjà très bien pour leur donner. Il faut leur donner LM2. Il faut leur donner plus que moins 1, parce que franchement, je ne sais même pas s'il y avait de consignes, parce qu'ils n'en avaient pas. La seule consigne qu'il y avait, c'était de donner des coups de matraque, donner des coups de ceinture et même tirer. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais on ne dira pas que les agents de la police républicaine avaient reçu comme consigne de tirer. C'est ce qui s'est passé, malheureusement, parce qu'ils ont tiré. C'est ce qu'ils ont tiré. Ils ont donné des coups de ceinture. J'en ai reçu. Et je le dis, j'en ai reçu. J'en ai reçu. Et je ne veux pas parler au nom de quelqu'un, mais aujourd'hui, j'ai reçu encore le témoignage que William Bassabi, de la télévision nationale, d'accord, a été molesté. Et je vais apporter un peu d'eau. Non, mais c'est pas sérieux. À la fin de la rencontre même, Stéphane Sessegnon et Michael Poté étaient descendus des tribunes pour aller fêter la qualification avec leurs camarades. Mais Mika a été bloqué par un policier et j'ai vu pour une première fois ce visage toujours effacé et jovial, j'ai vu de la colère s'exprimer et c'est en montrant son badge que le policier ou l'agent de la police républicaine l'a laissé finalement. C'était un désordre. Donc on va inviter juste ces autorités à revoir la copie. C'était déjà le cas lors des précédents de rencontre au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Il me semble en 2016, l'entrée E1 et avec E2, le décès de Popoya et autres. E2. Donc l'organisation, peut-être l'indépendance du football béninois, on peut le dire, c'est avec la qualification pour la première phase finale de son histoire en 2004, mais il y a eu du temps qui a écoulé. Il faut maintenant revoir l'organisation générale de la réception de nos adversaires. Il y a également la sanction de la CAF lors de la réception de l'Algérie le 16 octobre dernier, avec cette amende de 20 000 $ US que le Bénin doit payer à la Confédération. René Sagbo, vous avez suivi la rencontre, vous êtes habitué du stade de Kégué de Lomé, et quand vous voyez dans votre pays qu'au XXIe siècle, surtout en 2019, un match de football s'organise comme ça, surtout qu'on laisse l'entrée libre et gratuite. Il faut d'abord dire que, au vu du contexte de la rencontre, le fait qu'on ait mis l'entrée libre et gratuite n'était pas, selon moi, une très mauvaise chose si des dispositions avaient été prises pour canaliser. Parce que déjà, même à la radio nationale, on annonçait déjà à midi 10 que ceux qui s'apprêtaient à venir au stade, le mieux c'est qu'ils ne viennent plus, ils n'avaient plus de place, etc. Ce qui, moi, m'a fait un peu mal dans tout ça, c'est un peu le traitement dont a fait l'objet les reporters, journalistes sportifs. Parce que lorsque vous entrez à l'intérieur du stade,
ce n'était pas délimité. Dans tous les stades, on a ce qu'on appelle la tribune de presse. Depuis plusieurs années, c'est quelque chose qu'on sollicite. Mais on n'a pas pu l'avoir et on espère bien qu'avec la réhabilitation du stade, qu'on puisse prendre des dispositions dans ce sens. Et les confrères togolais l'ont relevé. Il faut quand même qu'il y ait de l'espace parce que d'autres auraient pu venir avec leur ordinateur, il fallait les placer où? Il faut mettre des tables, etc. On a eu la chance de voyager pour aller voir ce qui se passe au niveau des phases finales. Ce n'est pas ça. Et même ceux qui étaient chargés d'amener la feuille de match se disaient même, je n'arrive même pas à monter pour voir mes confrères remettre la feuille de match. C'était une difficulté, ce qui fait que certains même qui n'étaient pas des journalistes disent, donc je vais remettre à un confrère, ils mettent dans la poche. Donc tout le monde n'a pas pu avoir ce document précieux pour faire le travail. Mais malgré ça, vous avez vu, le relais a été très bon et je pense qu'il faudrait penser aussi aux hommes des médias qui ont contribué d'une manière ou une autre à cette qualification. Non seulement il faut dénoncer l'absence ou l'inexistence d'une tribune de presse au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, mais également, je vais dire, la maltraitance carrément des hommes de médias, des reporters et journalistes sportifs à l'occasion de ces rencontres internationales. Les accréditations ne servent plus à rien. Tu as les accréditations au cours. Tu montres ça. C'est comme je le disais, j'avais l'invitation, j'avais l'accréditation. Je montrais aux policiers, l'agent me dit, mais écoutez, je ne veux pas voir, on dit, c'est pas possible. Écoutez, c'était un désordre général, malheureusement bien organisé. Et là, écoutez, c'est vrai, on ne va pas s'improviser, c'est-à-dire on ne va pas s'improviser, comment dirais-je, expert en sécurité. Mais dans de pareilles occasions, les gens ont manqué d'une once d'anticipation dans ce qu'il devait arriver. Comme vous le disiez, c'est vrai, j'entendais depuis la maison à une certaine heure que ce n'était pas possible de ne plus venir au stade. Écoutez, apparemment il semble qu'il y avait seulement les forces de sécurité ou de l'autre qui n'avaient pas cette information. Il fallait mettre des dispositions, mettre des chicanes, des gars à 30 mètres, 40 mètres de l'entrée et... Non, les gens n'ont pas été réactifs. Franchement, ils ont manqué de proactivité et de réaction. C'est d'abord interdit l'accès sur l'esplanade intérieure du stade à ces supporters qui sont relativement venus en retard parce que dans le même sens, on a pu observer dans la tribune qui fait face à la tribune officielle qui avait des places vides tout au long du match, les places occupées par les supporters ou les hommes du Conseil national des supporters du Bénin, il y avait des places libres. Et pourquoi n'avoir pas ouvert ces accès-là pour permettre à d'autres de rentrer et de laisser les supporters seuls sur... Le désordre, c'est le fait de n'avoir pas émis des billets numérotés. En fait, c'était ça. On sait que le stade de l'Amitié, c'est 35 000 places. Environ, ok. On émet les billets numérotés. C'est justement pour ça que même gratuitement, quand c'est gratuit, la FIFA ou la CAF demande à ce que des billets soient émis. Lorsque les billets sont mis, le supporter, même s'il a acheté son billet ou il a son billet depuis la main, il sait là où il doit entrer et là où il doit aller s'asseoir. Et donc quand on sait comme ça et que c'est fini, on émet 35 000 billets ou bien 30 000, en plus des invitations officielles, c'est canalisé. Quand les gens entrent, on sait que c'est fini, il n'y a plus à ce niveau, je suis d'accord avec vous, mais vous allez attendre un peu qu'on numérote aussi les sièges. Parce que ça a fait des autres. Mais au même moment, les supporters togolais ont eu des billets. Environ 4 000. Parce qu'il a l'inspecteur de sécurité pour éviter qu'il y ait des difficultés à demander à ce qu'on émette des billets. Donc les supporters ont eu des billets et ont eu une canalisation pour éviter les difficultés. Bon, le fait aussi que la réhabilitation ne soit pas achevée, on peut dire aussi a contribué à ça parce que vous voyez bien, numérotation, il n'en avait pas, donner des billets, on risquait d'avoir la même chose. Disons que dommage, il faut prochainement anticiper pour qu'on évite toutes ces difficultés. Si on a décidé d'aller jouer au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, sachant que est en réhabilitation. Et vous vous rappelez, lorsque c'était en décembre dernier, si je ne m'abuse, lorsque le ministre disait que le match allait se jouer et que
il y aura une commission 10 jours avant que cela devrait se faire. En fait, on sait déjà les standards. On sait les standards pour qu'un stade abrite un match international. On sait les standards. C'est ce qu'il fallait demander aux Chinois. Écoutez, numéroter les sièges. Il s'est fait même que les gens ne savaient même pas qu'il fallait mettre des billets. C'est parce que Rachid, le Marocain, l'officier CAF, avait exigé que, attention, que lui ne sait même pas le nombre de personnes qui allaient entrer, qu'à quelques jours après, qu'il devait avoir des billets qui seront mis. En fait, c'est là le problème. On sait déjà, on sait comment. Écoutez, si on apprend après que la CAF même annulait ce match-là, on va commencer à crier que la CAF a fait ci, a fait ça, alors que c'est nous-mêmes qui avons contribué. Rien ne nous demandait d'aller jouer ce match forcément au Stade vous avez trouvé une belle transition. Nous allons parler de cette information publiée sur le site de Togolais Sport FM qui fait l'état, je vais dire, d'une supposée réserve déposée au TAS contre un joueur béninois par la Gambie. C'est à Wilfried. Et donc, je vais demander... vous avez des informations à ce sujet? Les Gambiens, ils sont toujours derrière les réserves. Bien sûr, j'ai eu un tweet, j'ai eu la confirmation après le match, après la défaite de la Gambie en Algérie en conférence de presse. J'espère que peut-être sa langue a glissé. Quand il pède à la FIFA par rapport à la réserve déposée contre le joueur Olufade James qui avait joué du côté de la Gambie face aux Gambiens. Et après, il dit en conférence de presse qu'en attendant que la requête aboutisse par rapport à la plainte ou à la réserve contre le joueur béninois, moi je ne comprends pas. Lequel des joueurs béninois aurait joué là-bas à Bako et qui lui a empêché de gagner, encore qu'ils avaient les 3 points. Donc moi, j'étais vraiment confus. Jusqu'ici, je suis toujours confus. Ils ont déjà 3 points plus 2, 3 points plus 3. Non, mais de toutes les façons, moi, je me dis qu'il faudrait qu'on évolue parce que déjà la CAF vient de confirmer les 24 qualifiés. Exactement, exactement. Il faut passer à autre chose. La confirmation officielle, donc je ne vois pas. Ils sont éliminés, tranquille. Tranquille, il faut passer à autre chose. Comme le disait Willy, et vous voulez prendre des réserves contre Mali avec gagné. Si c'est plus le but qu'ils veulent, là, ben écoutez, qu'il est prêt. Qui s'appelle ramener à la CAN. Après, nous, on est officiellement à la CAN, comme le dit René Sagbo. En attendant, voici. On s'en fout. Voici le point de 24 équipes qualifiées pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est une première pour le continent parce que c'est la première fois que la plus grande messe du football africain va réunir 24 nations. Nous connaissons depuis quelques heures ou depuis hier les chapeaux constitués dans le cadre de la cérémonie de tirage au sort de cette CAN Égypte 2019. Et il faut noter déjà que dans le pôle 4, le Bénin sera en compagnie de la Mauritanie, de la Namibie, du Kenya, du Madagascar et de la Tanzanie. Dans les 3 autres chapeaux, on retrouve dans le premier celui des têtes de pôle, l'Égypte, le pays organisateur, le Ghana, la Tunisie, la Côte d'Ivoire,
le Cameroun et le Sénégal. Dans le pôle 2, le Maroc, le Nigeria, la RD Congo, l'Algérie, le Mali et la Guinée-Conakry. Enfin, dans le troisième chapeau, on retrouve l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau, le Zimbabwe, l'Angola et le Burundi. Et ces différents chapeaux ont été constitués selon les informations qu'on a recueillies en fonction de la position des équipes au dernier classement de la Fédération internationale de football association FIFA. Et dans ce classement, le Bénin occupe la 94e place. C'était un classement publié le 7 février 2019. Le tirage au sort, quant à lui, va se dérouler le vendredi 12 avril prochain en Égypte, à côté des pyramides de Giza. Et déjà, lorsqu'on revoit ces chapeaux, on a déjà une idée des groupes dans lesquels le Bénin peut être logé. Bien sûr, on attend le tirage, mais après, même si on connaît déjà les chapeaux, on va attendre qu'ils fassent le tirage parce que les 24 équipes qualifiées, comme vous l'avez dit, l'ont mérité. Donc, je pense que quel que soit le groupe dans lequel on se situe, il va falloir se préparer en conséquence, encore que le tirage n'est pas encore effectué. Et c'est bien déjà d'avoir les chapeaux, c'est bien de savoir que le Bénin est dans le chapeau 4. Et en attendant, on connaît déjà les têtes de poule, c'est une bonne chose. On attendra, comment on appelle ça, le tirage le 12 avril pour pouvoir véritablement se prononcer par rapport à ces chapeaux-là. René Sagou. Oui, tout ce qu'on peut déjà dire, c'est que le Bénin n'affrontera pas ses adversaires de chapeau 4. Donc, pour le reste, on attend le tirage au sort pour savoir quels seront les adversaires. Ce qui est sûr, que le Bénin soit dans le chapeau 4 ou non, il va hériter de quelques pros parce qu'on ne sera pas dans le chapeau 1, ni dans le chapeau 2. Donc, on peut hériter de l'Égypte, du Nigeria, de l'Afrique du Sud ou du Cameroun, ce sera de Comoros, ou bien du Sénégal, de l'Algérie ou du Maroc. Maintenant, moi, les pots là, les chapeaux dans lesquels, je ne sais pas pourquoi le Bénin se retrouve dans le chapeau 4 ou non, parce que quand on prend le classement, le Bénin, pour moi, à la limite, doit être dans le chapeau 3. Pour moi, maintenant, oui, il y a non seulement le classement FIFA, mais aussi il faut dire que ça fait 9 ans que le Bénin n'y est pas. Quand on parle aussi de la régularité pour la compétition. Oui, il y a d'autres critères qui sont... C'est seulement le critère. La participation à la CAN. À la CAN, exactement. Il y a 2 critères, la participation à la CAN et bien sûr... Si on doit critères, je peux, oui, accepter. Mais quand on parle du classement FIFA ou CAF... Si on doit parler du critère de la participation à la CAN, sur ce travail, vous reconnaissez que le Burundi est à sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations. De leur groupe ou pas? Et le Burundi, actuellement, est classé à la 38e place dans le classement. Oui, mais on parle de classement, FIFA ou CAF. Alors, vous allez constater que dans le pot 4, nous avons les équipes qui font leur baptême de feu et les moins UP, mais le Bénin, je pense, observez bien, est l'une des rares sélections à avoir renoué. Il a 9 ans. C'est important. Voilà. Ok, nous passons maintenant à les absents. Pour vous. Les grands absents, on a le Burkina Faso de Bertrand Traoré, qui pour moi n'a pas participé à cette CAN-là. Ça risque d'être la cata du côté du Burkina. On demande la tête de Paulo Duarte qui rende sa démission et tout. Le Burkina qui était finaliste en 2013 et troisième lors de l'édition dernière, c'est vraiment une grosse surprise et c'est un gros échec pour moi. Malgré leur victoire face à la Mauritanie lors de cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les étalons restent donc à la maison. Et lorsqu'on va parler également des Panthères du Gabon, avec ce feuilleton Pierre-Emerick Aubameyang, il est finalement venu, mais il n'a pu rien faire à Bujumbura contre les Hirondelles de la Burundi qui ont dominé les Panthères. Rien ne sait de courir, il faut partir à point. Les Gabonais
étaient là et derrière, ils ont voulu courir au dernier moment. Ils ont compté sur la vitesse de Pierre-Emerick Aubameyang. Seulement que, bon voilà, c'est pas selon la volonté, le désir d'un joueur qu'il faut aller à la CAN. Il faut être collectif, il faut avoir des objectifs de vie. Et ils n'en avaient pas. Donc c'est normal qu'ils soient à la maison. Le Congo aussi. Hormis le Burkina qui a terminé 3e de l'édition dernière, qui sera absent de la plus grande messe du football sur le continent, il faut simplement dire que les autres grosses cylindrées du football africain sont là. On a l'Égypte qui sera au rendez-vous, on a le Cameroun qui est là, le Ghana, le Nigeria qui est également de cette compétition. Donc on espère une bonne compétition. Et déjà, nous allons suivre l'analyse de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. C'est le journaliste togolais Steven Lavon qui l'a fait. Et il parle surtout des particularités de cette campagne qualificative. Cette campagne a été quand même particulière parce qu'on a commencé avec l'idée de qualifier 16 équipes pour la CAN 2019 et puis en cours de chemin on s'est retrouvé avec l'idée de qualifier 24 équipes. Bien évidemment, ce qui a donné plus de possibilités à des équipes aujourd'hui qu'on retrouve qualifiées, notamment à Mauritanie, le Burundi, la Tanzanie également qui revient à la CAN. Forcément, ça va être une CAN assez nouvelle quasiment, avec beaucoup de nouveaux pays. Mais dans l'ensemble, ça a été encore une fois une très belle compétition, avec de très beaux matchs, beaucoup de spectacles, un public surchauffé par moment. Mais c'est ça aussi le football en Afrique. Et je pense que cette campagne-là va donner des idées à la CAF pour mieux organiser cette compétition, on va dire. À présent, passons au focus de ce numéro de Sport Plus. La karatéka béninoise Océane Ganero se prépare pour une éventuelle qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et pour cela, elle séjourne depuis quelques mois du côté de l'Hexagone où elle prépare les compétitions qualificatives à ces JO. Et il faut simplement dire que pour l'accompagner du côté du Bénin, il y a un film documentaire qui a été réalisé à son sujet et ce film est dénommé Océane Ganero, Horizon Tokyo 2020. Voici un extrait de ce film avant sa première diffusion en salle demain, jeudi 28 mars 2019 à Canal Olympia. commencé le karaté toute petite. C'est le karaté qui est venu à moi, en fait. C'est le karaté qui m'a choisi, parce que j'avais que 4 ans quand j'ai commencé, et c'est mon père qui m'a instruit. Quand je la vois aujourd'hui, je suis souvent animé d'une fierté incommensurable, parce que je me dis, au moins, oui, j'ai atteint mon objectif. Au cours des compétitions, des rencontres, nous avons vu que cette fille avait du potentiel. Donc à partir de là, on l'a très tôt détectée et on l'a transposée au niveau de la formation nationale. C'est devant moi quand on était au karaté, puis après j'étais un peu jaloux moi dans le temps, mais vous savez, papa a su cadrer chacun selon ses positions adéquates et aujourd'hui on en profite chacun. Le karaté, par définition, les femmes n'aiment pas beaucoup. Elles ont cette idée qui consiste à croire qu'on prend des cours
ça fait mal. Mais elle avait cette volonté. Elle a été beaucoup soutenue de quoi dans cet exercice par son père. Tout est formé pour la chose et dans le lot, elle sort toujours la tête. Je suis jamais ça. Au contraire, c'est les autres qui ont souvent peur d'elle. C'est un peu comme la deuxième maison. J'y ai grandi et je me sens complètement à l'aise quand je suis sur le tatami. Je trouve un certain plaisir que vous ne pourrez pas comprendre. Sa volonté bien trempée lui a permis, n'est-ce pas, de gravir les échelons. Donc, physiquement, elle en veut. Techniquement, elle en engrange. Tactiquement, ça se met en place. Quand il y a tous ces éléments-là, bon, écoutez, le chemin est tout tracé pour que nous tirons de là quelque chose de bien. Si elle est sur le tatami, elle est très concentrée sur son adversaire. Et tant que nous avons travaillé beaucoup, le pied, le coup de poing, elle est très rapide aussi. C'est ça qui fait vraiment qu'elle est sur cette moment. La commis des choses, la volonté de travailler, d'aller jusqu'au bout, même si c'est difficile. Moi, j'aime bien sa manière de s'exploser, sa rage, la manière dont sur le tatami, là, il va reconnaître l'océan que vous avez vu dans la rue en train de marcher, toute souriante, donc elle est, bon, je vais dire mignonne, elle est vraiment enragée. Sa qualité, c'est qu'elle est assez rapide. Elle est très rapide, mais elle n'a pas une grande taille. Mais cette différence se fait compenser facilement par sa rapidité et elle n'a jamais été inquiétée. C'est toute une adrénaline qui monte et tellement tu as envie d'exploser la personne qui est devant toi, tu as envie de bien faire, tu as envie de donner à fond et tu te lâches et ça vient tout naturellement. Je pense que beaucoup de sportifs qui font du haut niveau devraient pouvoir comprendre. C'est carrément un autre état d'esprit qui se manifeste. C'est un peu comme quand tu montes en transe en fait. Accompagnons-la, soutenons-la, faisons de notre mieux. Je sais qu'au Bénin on aime le foot et puis ça s'arrête là. Il y a plein d'autres disciplines très intéressantes dont le karaté. Et Océane Gagnéro est un de nos grands espoirs dans cette discipline. Merci à toutes les personnes qui croient en moi. Merci à mes coachs, à mes coéquipiers, à mes encadreurs, à toutes les personnes qui de loin ou de près me suivent et qui placent leur confiance en moi, qui s'identifient à moi. Aujourd'hui, le karaté est un sport olympique et actuellement, je suis dans la course pour les Jeux olympiques. Tout ce que j'aimerais leur demander, c'est de toujours continuer à me soutenir comme vous le faites parce que seule, je ne pourrais pas y arriver. Alors, je vous demande de toujours croire en moi, de m'envoyer toutes vos ondes positives, de me mettre dans vos prières et de m'accompagner autant que vous pouvez parce que ce ne sera pas que Océane Gagnéro, ça sera tout le peuple béninois, ça sera le drapeau du Bénin qui sera mis à l'avant. Mon rêve, c'est d'être la première béninoise à rapporter une médaille d'or olympique pour le Bénin. Un tour de table par ici pour conclure cette émission. Arnaud Akapo, nous sommes à la fin de la présente émission. Oui, et je vais finir sur ce coup de cœur là. C'est bien sûr Océane Gagnéro, ce qu'elle a entrepris. Et il faut dire que c'est très intéressant, surtout ceux qui l'accompagnent, Daniel Malingué, c'est bien sûr Nassim Nesta et ce projet. C'est intéressant de voir comment il faut accompagner surtout les athlètes parce que pour les athlètes individuels, pour les sports individuels, c'est toujours compliqué d'avoir du financement et c'est déjà un très bon projet. Et je souhaite bonne chance à l'athlète et surtout qu'elle était du côté, je crois, de Tokyo pour aller à quelques semaines pour une histoire de se déjà mettre dans la tête que le rêve est possible. Donc pour moi, bonne chance et bon vent à elle. René Savo. Disons bon vent aux écureuils et surtout ayons le regard désormais sur les autres activités. Je veux parler du démarrage du championnat national de Ligue 1 pour la phase retour qui démarre le 6 avril prochain. Vous savez, cette compétition va se disputer
2 fois par semaine. Donc, il faut qu'on se prépare pour affronter les hostilités. Oui, mais en attendant la reprise, il y a la Coupe du Bénin. Si le calendrier en temps n'a pas été modifié, on jouera le mercredi prochain. On jouera les quarts de finale de cette Coupe du Bénin avec une rencontre entre Usaï Football Club et les Panthères de Djougou. Il y a également l'AS Tonnerre de Boycon qui va s'opposer à la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques. Et les Buffs FC du Borgou auront face à eux l'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac qui est actuellement en stage quelque part dans le Bénin. Et pour finir, il y a Béké de Bembereke qui joue Énergie FC de la SB. Wilfried Haïdon, nous sommes à la fin. Les écureuils sont qualifiés. Vous avez déjà votre visa pour l'Égypte et souhaitons que la préparation de l'équipe passe très bien pour que le plaisir continue en terre des pharaons. C'est exact. On va saluer la qualification de ces écureuils-là, ces vaillants écureuils-là, qui ont pu renouer avec la qualification après 9 ans de galère, 9 ans d'absence. Donc on leur dit toutes nos félicitations. Et à côté de ça, on condamne l'organisation qui a lieu ce jour du match-là au niveau du Stade de l'Amitié, qui a eu beaucoup d'incidents et éventuellement des morts. Nos compassions envers les familles éplorées, vraiment. Et ceux qui sont blessés, prompt rétablissement à eux. Merci. Merci à vous et nous partageons également ce coup de cœur que vous avez à l'endroit de ces victimes. Ils ont quitté leur maison pour aller supporter leur équipe, pour vivre leur passion. Malheureusement, pour certains, ils ne rentreront plus à la maison, sinon ils rentreront par un moyen que personne n'aurait souhaité. Du courage à ces familles et du courage également aux rescapés de ces quelques échauffourées qu'on a pu observer au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou le dimanche 24 mars 2019. Merci à vous, chers amis internautes. Restez scotchés au programme du www.usaitv.dj. Merci à mon réalisateur Joseph Beliga. Merci à mes cadreurs Christian Thomas-Himena et Jefté Hunger qui était également du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et grâce à CRI, vous avez pu avoir quelques images de l'ambiance qui a prévalu au stade le jour de la 4e qualification des écureuils du Bénin. Merci à la rédaction tout entière et à toute l'équipe de Usaï TV sportivement.